C'est la clarté, c'est le pouvoir. Chercher la vision dans 5 ans, 10 ans de quelle personne on veut devenir. Et surtout, c'est d'arriver à accepter que le plus important dans la vie, c'est pas les finances ou c'est pas les objectifs personnels qu'on peut arriver à réaliser, mais c'est la personne qu'on est en train de devenir et qu'on est devenu. Bon, merci pour cet exemple, c'est top parce que vraiment ça parle de ça, vraiment. Et donc je suppose que ça fait partie aujourd'hui, comme tu dis, des accompagnements que tu peux avoir. Et à quel moment toi tu t'es dit je peux apporter aux autres? Mais à ce moment-là, tout juste avant mes 30 ans, avant le Covid, c'est tout juste, je commençais en fait à le faire de manière naturelle autour de moi, à des amis qui avaient des demandes, des besoins particuliers dans leur entreprise ou dans leur vie perso, ou d'une certaine manière, je ne m'en rendais pas compte, je pouvais les inspirer d'une certaine manière. Tu le faisais naturellement. Et je le faisais naturellement. De ce que j'avais appris, ce que je m'étais moi-même mis en place, et je commençais à le partager de manière naturelle et j'étais vraiment aligné avec ça. Ok, donc de toute façon ça, il y a rien de plus beau, c'est que quand t'es en coaching, moi je le ressens là, tu vois, dans notre échange, je le ressentais un petit peu, même si on s'est vu que par téléphone et qu'on s'était vu qu'une fois, c'est que toi, c'est naturel. C'est qu'aujourd'hui, l'accompagnement, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, avoir cette capacité de prendre en charge une personne, de la nourrir de ton vécu, de tout ce que tu as pu acquérir, parce que encore une fois, tu vois, quand tu mets des programmes, il y a plein de programmes en place sur les réseaux, mais faire du copier-coller, c'est une chose, mais s'approprier sa propre méthode et faire en sorte qu'elle a bien fonctionné au plus profond de toi et qu'aujourd'hui tu peux le faire même naturellement envers des personnes, c'est que clairement c'est pas donné à tout le monde et moi je le ressens aujourd'hui, vraiment je le ressens. Et là donc t'as 30 ans, ça y est, la trentaine. Yes, 29 et comment tu avances à ce moment-là, parce que si on se rappelle, donc avec tes associés c'était compliqué, parce que tu n'arrivais pas à leur faire passer c'est ça. Message. Mais là tu as découvert le Jérémy, mais qui sait dire les choses. Exactement. Voilà. C'est-à-dire je découvre un nouveau Jérémy, c'est celui qui s'exprime. Peu importe la réponse, je dis la chose, et aussi il y a une des manières dans laquelle c'est important de le comprendre et de le garder en soi, c'est que il faut l'exprimer, mais de manière bienveillante et respectueuse. Parce que souvent ça arrive, c'était une croyance que j'avais et on y reviendra sur ça aussi, c'était que le conflit était négatif. Et vraiment je le pensais sincèrement, donc du coup j'évitais le conflit. Pour moi, deux personnes qui se confrontaient, presque je m'écarte. Et pareil, dilemme, entrepreneur, faut résoudre les problèmes. Et ça arrive constamment. Et si on croit ça toute sa vie, on va être un entrepreneur moyen, on va souffrir. Parce que l'entrepreneuriat, c'est régler des problèmes avec ses salariés, ses cadres, etc., ses associés au quotidien. Et j'apprends que finalement, le conflit, c'est positif à ce moment-là, quand je découvre le Jérémy juste. Parce que du coup, je m'exprime de manière bienveillante et respectueuse, pas en colère. Je ne suis pas là pour rabaisser la personne et l'humilier en lui disant non, mais il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Non. Si on se pose, et je dis les choses de manière honnête et authentique. C'est vraiment ça. On s'est posé à 4 et je me suis exprimé, vraiment posé. Et je leur ai expliqué que voilà, je ne m'épanouissais plus dans le développement de l'activité. Je voyais des choses arriver, mais c'est ma perception. Les valeurs de la boîte, elles me représentent plus par rapport au départ, par rapport à là où on est en train d'aller. Et je leur exprime ça tout simplement de manière posée. Et je leur dis que si dans 15 jours ça ne change pas, naturellement, moi je m'enlèverai, je revendrai mes parts. Et je m'aperçois d'une chose, c'est quelque chose que j'avais très peur de faire avant, de se poser, de dire les choses, en fait. Et là, je vois que je suis juste, je suis ancré, parce que je suis décidé, c'est vraiment ce que je veux. Et je vois qu'il y a une réaction, en fait, non verbale. Dans le regard, ou genre, dans le sens où on le voit, on le sent dans le regard. Exactement, et on sent du respect. En fait, on sent du respect dans le regard en disant wow, il pose les choses, il dit calmement, moi je l'aurais jamais fait comme ça. Je me serais énervé, mais c'est vrai. Et en fait, il y a un respect qui se renvoie, et non verbal, et qui est communiqué de manière dans notre attitude et notre posture. Et du coup, ça se passe bien. Et ils disent écoute Jérémy, on va tout faire pour, etc. On veut continuer. Donc très bien. 15 jours après, finalement, ça change pas. L'avantage de s'exprimer, vraiment je veux le dire, c'est qu'on ne peut plus rien te reprocher. Quand c'est dit de manière posée, bienveillante et respectueuse, quand ça arrive et que tu dis là c'est bon, je peux partir, parce que finalement on le voit tous les deux que on a posé les choses, ça peut pas avancer et c'est pas grave, on n'est plus alignés. Je prends la décision d'arrêter. Et là en fait je vois que il y a pas de conflit, il y a pas de
de elle, parce que ça a été dit. Ouais. En gros, T'avais posé le cadre. Voilà, j'ai posé le cadre, ça a été dit, c'est respecté. Ok, on respecte. Donc à ce moment-là, on arrête. Et 1 mois et demi après, c'est le Covid. Et en fait, le temps de sortir des papiers. Ouais. Donc je suis toujours dans les papiers. Incroyable. Et il y a le Covid. Et là, tout s'arrête. Et c'est intéressant parce qu'on en vient à ce qu'on avait échangé aussi avant de démarrer le podcast. Ma plus grande peur, c'était de tout perdre à nouveau et de plus faire de revenus pendant un certain nombre de mois, vraiment. Et c'était même 2 mois. Et c'est intéressant parce que je l'avais exprimé avec David Laroche quelques semaines avant. On avait échangé. Il m'a dit, c'est quoi ta plus grande peur? Et j'avais dit, le fait de partir de l'établissement, je me dis, le temps de retrouver quelque chose, je vais me retrouver sans revenu. Il me dit, ok, c'est quoi finalement le pire que tu puisses envisager, combien de mois? Et je dis 3 mois. Il me dit c'est tout. Je dis pire. Je lui dis 6 mois. Si j'arrive plus à faire de revenus, le temps de retrouver une nouvelle activité. Il me dit ok, donc 6 mois, c'est ok. Et là, c'est vrai qu'il me fait prendre conscience de me dire ok, au pire, si ça arrive, tu fais comment? Et là, c'est comme si pareil, je posais, j'étais de manière, je lâchais prise. Je me dis mais Rémi, en vrai t'es couillon. Tu l'as fait 1 fois, tu l'as fait 2 fois. Là, tu gagnes correctement ta vie à nouveau. Tu as mis de côté, tu as géré mieux tes finances. Donc en fait, mais oui, et en fait je me retrouve dans ce même dans cette même croyance de me dire si je fais plus rien pendant 2 mois, je vais tout perdre, je meurs. En gros, c'est ça. Si je gagne plus d'argent dans 2 mois, je meurs. C'est vraiment cette sensation-là. Et la peur, elle est présente. Mais le fait d'avancer dans ça, je me libère. Et le fait d'être plus gentil, mais juste, je prends la décision d'arrêter. Et finalement, le Covid, il arrive. Et ce que j'avais imaginé de pire, il arrive contre mon gré. Ouais. C'est-à-dire que le Covid, je crois que les boîtes de nuit, c'était pendant 1 an ou 1 an et demi. C'est ça. Bien. On a 1 an et demi. Exactement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je me reconvertis et toi, t'es sorti. Et je suis toujours dans les papiers, non, je suis bloqué. Ah, t'es bloqué. Et en plus, je suis le gérant, donc on le sait pas au départ, mais quelques mois après, on apprend qu'on peut avoir des aides de l'État au moins pour payer le loyer et les salaires, pas mettre la société en faillite, parce que du coup, il y a plus de trésorerie, on se retrouve à payer les loyers alors qu'on n'a pas de rentrée. Ouais. Et au final, on échange ensemble avec les associés, donc le fait d'avoir posé la chose, ça peut permettre d'un échange et de dire, il me dit, écoute, Jérémy, est-ce que tu peux rester le temps que on puisse rouvrir ça. Ouais. Moi, de manière juste, je dis, ok, ça me va, je comprends, on va pas mettre la société en péril, quoi. Parce que, voilà. Donc du coup, je reste sur les papiers. Le Covid se passe 1 mois et demi, et là, je vois quelque chose arriver, et cette peur-là qui arrive de dire, si je fais rien pendant un certain temps, je meurs. Et je mets quelques petites choses en place. Donc mon père qui est primeur en fruits et légumes, lui aussi se retrouve à plus travailler. En fait, on développe sur Internet. Ok. Et on se retrouve à développer sur Internet. Donc sa femme aussi lui donne l'idée. Nous, on développe encore à une échelle encore plus grande. Et finalement, on se retrouve à livrer des gens au quotidien. Je me retrouve avec un camion. Ouais. Lui, il fait sa commune. Moi, je fais Aix et je fais une vidéo sur les réseaux. C'est vrai que c'est là où ça démarre sur les réseaux, où je dis, écoutez, voilà, si vous voulez nous aider, nous accompagner, je me ferai un plaisir de vous livrer les fruits et légumes. Et on démarre comme ça. Je me retrouve à faire 30 commandes par jour. Et je démarre tôt le matin, on finit tard dans le camion. L'épicerie de ton père, en fait, vous avez fait ça, de la livraison à domicile. Exactement. En fait, il achetait aux paysans, lui, il revendait, on déballait le stand du marché, mais dans son jardin. Ouais. On faisait les commandes, on faisait les paniers avec mes sœurs, et on allait chacun livrer après toute la journée. Et je me retrouve à faire ça comme un dingue, et au final, je fais des revenus, même plus que ce que je pensais, dans une période qui était très compliquée. Et c'est marrant, parce que l'aventure, elle a commencé là sur les réseaux, parce que je filmais, et les gens suivaient l'aventure d'une certaine manière en disant waouh, c'est dingue, ou je sais pas, il y a quelque chose qui se passe. En plus, j'étais seul sur la route. C'est l'esprit entreprendre en temps de crise, en fait, c'est ça. Et c'était quelque chose de dingue. Tout le monde avait passé le message. Et une vidéo que j'avais faite à la base pour la famille et les amis, ça avait fait je sais plus 10 000 vues, quelque chose comme ça. Donc c'était dingue au départ. Ça a résonné pour les personnes et ils ont voulu contribuer un peu à ce mouvement. Et donc on a fait ça pendant un certain temps. Et c'est ça. On l'a fait pendant un certain temps. J'ai même fait des façades. J'ai fait les façadiers, j'ai fait de la peinture avec un très bon ami à moi, parce qu'en fait l'idée c'était plutôt de se retrouver. Je me retrouve à faire les façades avec lui aussi en même temps. Caméléon de l'entreprise. Je fais ça. Je cumule les deux. Et au final, je trouve une affaire qui s'appelle le Tennis Park à Aix. Là, c'est un domaine en fait abandonné. Et pendant le Covid, catastrophe, ils avaient mal travaillé et du coup les bilans sont pas bons, ils ont pas trop d'aide. Et le propriétaire de tout vendre, front et mur. Et je me retrouve, belle opportunité. Je connaissais ce lieu, j'avais fait des soirées moi ponctuellement là-bas. Et je me dis, c'est ce que je veux. C'est-à-dire après la boîte de nuit, la suite logique pour moi, c'était restauration festive.
Je me suis dit génial, 30 ans et plus, on est dans le bon deal, allez j'y vais. Et je négocie pendant le Covid, pendant que je fais tout ça, en fait, le fruit et légumes, les façades. Et en fait, on arrive à faire deal avec le propriétaire et on est OK, on signe un compromis pour la vente du fonds de commerce et des murs. Et donc du coup, on a 1 mois et demi pour faire les travaux alors que c'est à l'abandon et on construit tout ça rapidement avec les gens qui ne travaillaient pas. Du coup, on demande d'une certaine manière s'ils veulent venir aider. Alors on n'avait pas le droit, c'est vrai, de se regrouper. Bon, c'est un grand domaine, on était en plein air. C'est ça l'entreprise. À un moment donné, il y a des limites, il faut. Alors, on était dans la limite, c'était en plein air, c'était grand et du coup tout le monde bien. On était une dizaine à venir m'aider et on construit tout ça rapidement et on ouvre le domaine d'Aix à l'ouverture des restaurants. Où la loi a été validée de pouvoir rouvrir. Et en fait, c'est dingue parce que là, je reproduis tout ce que j'ai appris encore. C'est-à-dire, je reproduis pourquoi je fais les choses. Je reproduis des stratégies que j'apprends. Mon état d'esprit est encore meilleur. Et au final, on cartonne. On arrive à remplir vraiment tous les services. Il y a un engouement de dingue qu'on a réussi à créer. On fait l'été, donc c'est en plein été, on ouvre, donc on a la piscine pour la journée, on a le restaurant le midi, on a le restaurant le soir, et je crée aussi à l'intérieur dans cet univers-là ce que je voulais faire, c'est-à-dire amener la fête dans la restauration. Ok. C'était des choses que j'avais réussi à apprendre finalement beaucoup à la Côte d'Azur. Et qui se faisait pas du tout nous sur la commune d'Aix-en-Provence et on est les premiers à développer le vrai restaurant festif. Ok. Puisque c'était soit des avant-boîtes, soit des restaurants ou soit des boîtes à Aix-en-Provence et là on est les premiers. C'est la IOS spectacle pendant la restauration, etc. Exactement, okay. C'est ça, c'est qu'on vient pour dîner, on peut passer un bon moment avec des amis ou de la famille. Et tout d'un coup, dans le même univers, pouvoir passer d'un coup d'un esprit festif, alors qu'à la base c'était un moment convivial d'échange, et profiter en fait de cette transition pour passer un moment de fête et de partage, mais différemment, dans cette fête-là. Okay. Et donc on cartonne vraiment, ça marche du tonnerre. Il y avait un vrai besoin au niveau de la population, je sais pas comment je peux le formuler au pluriel groupe. Il y avait un vrai besoin, voilà, pour la clientèle aixoise. Et donc on fait l'été, génial. Et l'hiver arrive. Cet établissement d'ailleurs, il n'avait jamais été ouvert l'hiver. Ils ont essayé, ils n'ont jamais réussi. D'accord. Et on est les premiers en 20 ans à dire ok, on va créer l'hiver. Et de la même manière, en fait, tout ce que j'ai appris vraiment depuis ces années, donc ça fait déjà 9 ans que j'apprends avec Anthony Robbins, David Laroche, Darren Hardy, etc. Et j'apprends vraiment les stratégies d'entreprise, comment arriver à avoir un temps d'avance finalement sur les autres. C'est-à-dire on est visionnaire. Exactement, on en reparlera dans les clés, mais comment arriver à anticiper des choses que les autres ne voient pas. Et souvent, il y a eu des entreprises qui l'ont pas vu. Je me rappelle à l'époque où on me formait, on me donnait cette vision-là et une histoire vécue. L'expérience, c'était Kodak. À l'époque, Kodak, c'était les gros dans leur marché. Ils ont pas vu l'évolution dans la photo. Ils sont restés dans la même technologie. Ils ont dit non, on est fort, on change pas, on bouge pas. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils ont fait des années après? Ils ont mis la clé sous la porte, ils ont arrêté. Et c'est toujours ça d'anticiper vraiment les besoins, les désirs des personnes, parce que ça évolue et le Covid a énormément changé ça. Et donc là, on met en place l'hiver, on crée quelque chose et finalement, on marche du feu de Dieu. Pourtant, il y avait toutes les personnes, on va dire en majorité, me disaient mais non, t'es fou, ça marchera pas, c'est en dehors du centre-ville, etc. Et finalement, heureusement que tu n'as pas écouté. Ouais, exactement. Et vraiment, je me concentrais sur le besoin du client. Ça, je l'ai appris parce qu'avant, j'étais plus un artiste qu'un entrepreneur. Vous savez je peux le communiquer parce que c'est important dans le podcast, ça peut aider des gens. Quand on est artiste, on est passionné par le produit. On est passionné par l'art qu'on fait. Et en fait, on ne sait pas se vendre. On pense pas aux besoins des autres. On se dit, nous, c'est notre produit, on l'aime. Ils ont qu'à l'aimer. Et c'est ça, exactement, c'est une stratégie. Exactement. Et du coup, on est passionné. Alors, on a de la valeur, on fait des choses, mais on est artiste. Et moi, j'ai appris dans les années à être entrepreneur aussi. L'entrepreneur, c'est quoi? C'est celui qui se concentre sur le besoin des autres. C'est-à-dire que oui, il y a le côté artistique, le côté très créatif que j'avais déjà. Et je me suis dit, si je veux passer un step au-dessus, il faut avoir le côté entrepreneur, celui qui répond aux besoins profonds de la personne en face. Donc, il y a des stratégies que j'ai apprises et que j'ai mis en place à plusieurs reprises dans la boîte et là aussi.
Et du coup, on est allé vraiment creuser en profondeur ce besoin-là et on l'a réussi à l'identifier et à répondre à ce besoin. Donc la restauration festive l'hiver à Aix, il y avait un vrai besoin. On a mis des codes qui correspondaient, des manières de faire, un environnement, vraiment tout en profondeur, tout est calculé, tout est pensé. Et un nouveau personnel aussi, parce qu'en fait, je suis parti vraiment de zéro encore. J'ai pris du personnel et j'ai misé sur quelque chose. Alors, c'était un pari osé, j'avoue, mais ça allait dans mes valeurs. C'est-à-dire, je voulais pas forcément prendre des personnes qui étaient très expérimentées et qui, on va dire, au niveau état d'esprit, travail d'équipe, ça allait pas coller parce qu'il y avait l'ego qui était un peu trop élevé ou d'autres choses qui peuvent ne pas coller aux valeurs. Et du coup, je préférais prendre des personnes qui avaient très peu d'expérience, voire zéro pour certains, mais leur dire, ok, si t'as le bon état d'esprit, t'as le bon mindset, moi je vais t'aider, tu vas voir que finalement le métier il est très simple, ça va être de la répétition, mais je vais t'apprendre les bonnes valeurs qui vont faire que ça va durer dans le temps. Okay. Et en fait, on a réussi à créer cet écosystème en interne que les gens ressentaient de la même manière, c'est-à-dire quand ils venaient, il y avait vraiment ce moment de déconnexion, ce moment de convivialité, les gens le ressentaient, le staff au-delà du travail, il se régalait. Et vraiment, c'était quelque chose que j'avais appris aussi, et c'est le Covid, il a fait énormément changer ça, c'est-à-dire que les valeurs d'un employé n'étaient plus le financier. La valeur numéro 1, c'était le confort du travail. Ouais. Et la valeur numéro 2, après, c'était le financier. Le plaisir, on peut le dire aussi. Le confort du travail, le plaisir et le financier. Alors qu'avant, c'était vraiment numéro 1, le financier. Dans la restauration, on sait que c'était très dur. On pouvait avoir un salaire à 2000 €, on faisait, je dis une bêtise, 70 heures, on disait ok, on n'avait aucune notion. Alors finalement, 2000 € pour 70 heures, ouais, c'est pas cher payé, voilà, exactement. Exact. Et je me suis adapté à ça et j'ai mis en place aussi, en fonction des rémunérations aussi à mes équipes, ceux qui avaient de la valeur, je leur expliquais, voilà, tu vas démarrer là. Et on a évolué en fonction. Ils étaient payés à leur juste valeur et on a vraiment très bien marché. Ce qui s'est passé, par contre, février, donc le 17 février 2022, Okay. C'est cette date-là, 17 février 2022, on m'appelle à 3 heures du matin, on me réveille, j'étais chez moi, et là on m'annonce, j'ai mon gardien en fait du domaine, qui logeait sur place, il m'appelle comme un dingue, il me dit Jérémy, il y a la cuisine qui a brûlé. Et là, gros coup dur, je prends la voiture, j'y vais à fond, je vais voir, et en fait, je comprends pas trop ce qu'il me dit, la cuisine a brûlé, mais je vois plus les flammes, à ce moment-là, il y avait déjà les pompiers. Et ce qui se passe, c'est que en fait, je m'aperçois que la cuisine était un peu décrochée de l'établissement, vraiment. Et je m'aperçois que la cuisine a vraiment brûlé en interne. Les experts passent, etc. Et ils disent que c'est parti d'un défaut électrique. Donc, ok, le matin même, donc il est, je me rappelle, à 6 heures du matin pour expliquer la démarche. J'arrive et à 6 heures du matin, j'envoie un message à mes leaders de mon équipe, mes cadres, et je leur dis, écoutez, voilà, la cuisine a brûlé, on fait une réunion quand vous arrivez, et on va voir comment on peut rouvrir de suite. Mais c'est dingue parce que là je t'en parle, mais je m'aperçois pas en fait vraiment comme je suis tellement focalisé pas sur l'événement qui est arrivé, qui est traumatisant. En réalité, c'est vraiment traumatisant. Et de se dire ça y est, je suis mort. En fait, je pense de suite à solution. J'avais tellement répété ça grâce à tout ce que j'ai appris, que j'ai mis en place. J'ai de suite pensé solution en me disant ok, allez c'est bon, c'est fait, c'est passé, on pourra rien changer, on n'a pas le contrôle. Par contre, en quoi j'ai du contrôle, c'est en moi. On va trouver solution. On met les cadres, on échange tous ensemble, cerveau collectif. Et on dit ok, je vois mon chef, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'immédiat? On devait ouvrir le soir même. On devait ouvrir le soir même, on était incendie. Ouais, on était complet, il y avait 150 couverts complets. Et je vois mon chef, je lui dis écoute, qu'est-ce que tu proposes? Il me dit Jérémy, là on peut faire des tapas. Il me dit si tu me trouves des friteuses, des trucs, etc. Voilà, en location on achète, on peut faire des tapas, on peut faire ça. Et finalement je vois que en faisant un échange de cerveau collectif, on arrive à des idées vraiment intéressantes. Et je dis ok, c'est bon, si on a ça, est-ce que ça répond aux besoins de nos clients? Est-ce qu'ils vont comprendre quand même que voilà, il y a eu un incendie, mais on a honoré le fait d'ouvrir. Bien sûr. Et on va essayer de leur faire exactement, on va leur faire oublier ça. Et au final, on a acheté ce qu'il fallait, on a tout mis en place, on ouvre, on a la pression de dingue, parce qu'on se dit waouh, tout le monde courait dans tous les sens pour mettre en place, et en fait on crée une cuisine dans une partie de l'établissement qu'on avait, et en fait les clients arrivent, on leur explique que finalement ils peuvent pas avoir la même carte que d'habitude, on leur explique, un peu frustré, mais finalement il y a une énergie de dingue. Ouais, j'imagine. Et je comprends pas sur le moment ce qu'on a réussi à créer, mais inconsciemment en fait je le vois, que ce soit mes équipes et les clients, comme si on a envie de faire partie d'un mouvement. Bien sûr. À ce moment-là, on crée une identité forte que le domaine d'Aix, donc l'établissement s'appelle le domaine d'Aix. C'est comme si il y a cette envie de challenge et qu'on y arrive, on se dépasse. C'est pas dingue ce que je parle, parce que là on parle d'un établissement, mais les employés ont vraiment ce ressenti de dire on est fiers de travailler au domaine parce qu'il nous est arrivé ça et on l'a fait. Et ce qui se passe, donc on reprend et on fait toujours complet. On fait complet toutes les semaines, tous les week-ends. Vous aviez rouvert la cuisine ou c'était avec les Non, avec cuisine Alors on l'a fait, exact. On l'a utilisé
cette cuisine temporaire pendant 1 mois et demi. Okay. Et entre-temps, on a trouvé une solution. On a loué un Algeco, tout équipé, et on a fait poser. Et après, on a commencé à travailler de cette manière-là. Et par contre, deuxième péripétie, et là, par contre, tu me le répètes, pardon, on va le refaire. Et deuxième péripétie, on m'appelle encore à 3h du matin le 17 mai, donc 2022. 3 mois plus tard. C'est ça, 3 mois plus tard. Et là, par contre, c'est mon gardien encore, donc il m'appelle et il me dit Jérémy, viens. Il arrive même pas à parler, il pleure, il hurle, il dit viens. Je comprends pas. J'y allais. Je prends la voiture. Et et entre-temps, j'ai mon associé aussi qui n'était pas là, parce qu'on a fait l'affaire, on avait fait l'affaire à 3. Et mon associé qui m'appelle, écoute Jérémy, je vois plus rien, les caméras on voit plus rien, mais je crois que ça a brûlé. J'arrive, je sais pas à quoi m'attendre, et pareil, vraiment j'ai la boule au ventre, mais vraiment j'en reparle parce que en fait j'étais tellement focalisé sur ce que je voulais, pourquoi je faisais les choses, je me dis ok c'est passé, de toute façon ce que tu vas voir, tu vas le voir, peu importe, tu pourras rien changer, c'est fait. Ouais. Qu'est-ce que tu vas pouvoir améliorer en quota du contrôle? Vraiment, à chaque fois, j'insiste parce que je pensais réellement à ça. Et quand je suis arrivé, je me rappelle, je vois mon gardien, il était à genoux, il pleurait. Je le prends par la main, on y va, on fonce. Donc finalement, on essaie d'éteindre notre place avec un tuyau d'arrosage. Bon, ça faisait pas grand-chose, mais il y avait les pompiers aussi qui arrivaient un peu plus tard. Bon bref, on arrive à éteindre l'incendie. De la même manière, je refais la même chose. Je dis à mes cadres, écoutez, voilà, ça a brûlé. L'établissement a brûlé. On se repose, il faut voir comment on peut arriver à ouvrir. Ouais. Là, ils arrivent, sauf que il y a plus de toit, il y a plus rien. Là, il y a plus rien. Moi, je me rappelle aux pompiers, je leur demandais juste, j'ai dit, écoutez, là, c'est bon, on est mort. Sauvez-moi la terrasse. Il y avait la piscine et la terrasse. On était au mois de mai. Et ils m'ont sauvé ça. Et donc, on arrive, et pareil, à 7h du matin, là, tous les employés m'ont dit, non, mais dingue. Là, par contre, on apprend que c'est criminel, qu'ils nous ont mis des bidons d'essence. Et du coup, ce qui se passe, c'est que on repose les choses. Et pareil, si on en vient à rouvrir, comment on doit s'y prendre? Et là, mes cadres, il faut relouer des TPE. Il faut donc appeler la banque. Il faut racheter des serviettes, des couverts, des tables. En fait, on n'avait plus rien. Il restait juste la cuisine de l'Algeco qui était à l'extérieur. Et là, il fallait repartir à zéro. Et je dis, ok, le but, c'est de rouvrir le restaurant dans 3 jours. C'était partie terrasse. Donc c'était mi-mai, donc il commençait un peu à faire bon. Et je dis, vas-y, on va le faire dehors. Et là, tout le monde me dit, mais Jérémy, t'es un grand malade. En vrai, on n'y croit pas du tout. Je dis, ok, c'est pas grave, on va le faire quand même. En fait, j'avais vraiment cette rage au fond de moi de me dire, peu importe ce qui s'est passé, je sais pas qui, c'est pas grave. Je sais pourquoi je fais les choses. Pareil, vision claire, mon père, ma mère et moi, mon futur plus tard. Vraiment, je veux, parce que c'est ancré en moi. Si je l'ai l'image et ça, c'est ça qui me redonne l'énergie de me dire, allez, on y va. Peu importe, c'est vraiment en mode guerrier, si je pourrais le dire. J'étais là, je parlais à mes équipes, je les revois, ils étaient tous comme ça en disant, mais on va mourir, en fait. Je sais pas où on y va, Jérémy. Mais là, on sait pas où on va. Et finalement, je délègue. Fais ça. Et de la même manière, en fait, il y a un mouvement qui se crée et une fierté personnelle dans chacun des employés parce qu'on voit la chose évoluer, on y arrive, on est tous fatigués, on est exténués même. Et ben le jeudi soir, on arrive à 19h, on est en train de mettre les ampoules alors que les clients ils arrivent dans une demi-heure, on est tous transpirants et ben on voit qu'on peut accueillir les clients. Alors c'est un bordel monstre dans les backstage. On sait que les couverts ils sont à droite, on va courir là-bas à gauche, là ça c'est un bordel monstre. Mais je leur ai dit, voilà, je me rappelle, on fait le briefing avant, je faisais toujours un briefing. Je leur ai dit, écoutez, sincèrement, c'est déjà très beau ce qu'on a fait. On peut accueillir les clients, c'était la chose principale. Ça va être très compliqué, on va en chier. Mais essayez d'imaginer la fierté qu'on aura après, on va se boire une bière ou un verre et dire, on l'a fait. Et j'ai dit, peu importe, je serai pas du tout regardant sur ça. Faites de votre mieux et faites que le client il passe le meilleur moment de sa vie, qu'il oublie en fait finalement qu'on a brûlé. Bien sûr. Et c'est vraiment le message que je voulais faire passer et c'est ce qui s'est passé. Donc les clients sont arrivés, c'était vraiment la grande galère. On a bien chié et au final les clients se sont régalés. Ils ont encore compris. L'équipe en plus. Exactement. Ouais. Ça a soudé l'équipe et pareil en fait on se rendait pas compte mais on a créé des fans, des réels fans de notre entreprise qui supportaient ça en disant mais en même temps avec ce que vous êtes arrivé c'est ça, ils remontent et c'est beau, on s'y plaît, on le ressent pas et donc il y avait vraiment cet ADN d'entreprise qu'on a réussi à créer et du coup on fait un été qui cartonne et on double le chiffre d'affaires. Incroyable. On double le chiffre d'affaires de l'année d'avant. Avec toutes les difficultés qu'on a eues, et du coup on voit que cette faiblesse nous a transformés en force. Ouais.
Et on cartonne, on se régale vraiment, on prend du plaisir. Et à la fin de la saison, malheureusement, le fait qu'il y ait eu l'incendie, on n'a plus d'établissement pour faire l'hiver. Et là, par contre, c'est trop compliqué pour reprendre. On peut pas faire l'activité l'hiver. Derrière, malheureusement, on peut pas faire l'été comme on le souhaitait aussi également. Donc, on fait une saison mais très réduite, très petite et pas du tout comme on souhaitait parce qu'on n'a pas pu faire les travaux. Et finalement, l'hiver qui arrive, le propriétaire, on était dans l'achat du coup, mais avec les incendies, ça avait reporté. Et le propriétaire, dans l'hiver 2023, il annonce que finalement, il veut plus vendre et qu'il fait construire une maison. Il arrête tout. Ok, donc là, projet terminé. Donc projet terminé, et là, là j'avoue que c'était la grosse douche froide, et j'avais le sentiment vraiment là, c'était sincère, je revivais ce que j'avais vécu à 19 ans, c'est-à-dire, en fait là, j'ai tout donné, j'ai tout fait. Encore une fois, t'as l'impression de répéter le schéma. Ouais, et là de l'injustice, non, pourquoi Et donc, même moi que ça faisait quand même des années, j'avais tout ce mindset, etc. Là, ça m'a beaucoup affecté, ça m'a rappelé ce petit garçon de 19 ans qui vivait ce moment d'injustice. Et j'ai morflé vraiment psychologiquement, parce que là, ça m'a affecté psychologiquement. Et je m'étais pas vu partir d'une certaine manière, où là, je commençais à devenir en mode victime un peu aussi, moi. Je m'en rendais pas compte. Et après, au bout de plusieurs mois, j'ai réussi à reprendre le contrôle grâce au fait de repenser à tout ce que j'avais appris, pourquoi je faisais les choses, mais j'avoue, là, à ce moment-là, il m'avait beaucoup affecté. Et je dis, allez, ok, comment on va redémarrer? Je vais trouver une solution. J'ai des contacts qui se sont créés avec Saint-Tropez par rapport à la restauration festive. Et du coup, je me retrouve à pouvoir avoir le poste de direction. Sur Saint-Tropez. C'est ça, sur Saint-Tropez, c'est le groupe Anifamos. Ils ouvrent un nouveau restaurant. Donc c'est un groupe qui est très connu, qui a l'opéra, qui a le quai, le café, etc. Et ils ouvrent un établissement et je tombe à ce moment-là avec le directeur général en échange. Il valide, il dit, ok, pour la direction de l'établissement, on remonte les équipes, etc. Je recrée ça. Donc finalement, je me retrouve vraiment quand même dans une bonne posture parce que j'ai plus rien comme affaire. Et je me dis, ok, la transition, ça peut être celle-ci aussi. On se refait une santé financière. C'était très compliqué parce que j'en parle. J'ai tout perdu. C'est-à-dire que j'avais mis tout mon financier dans l'affaire du domaine parce que le temps que finalement l'assurance me rembourse, j'ai dû moi sortir en fait tout ce qu'on a racheté. Et finalement, d'ailleurs aujourd'hui, j'ai toujours pas eu le remboursement des assurances. Ça fait 2 ans. Mais c'était très compliqué. Et je me dis, ok, financièrement, je me refais. Et j'avais des dettes parce qu'il y a des personnes qui m'avaient aidé autour de moi pour aider. Et je peux en parler. J'avais là, par contre, c'était plus 40 000 euros. Ouais, c'était 148, 150 000 euros. Ouais. Pour réinvestir dans le domaine d'Aix. Que j'avais, en fait, moi, j'avais mis toutes mes économies. Ouais. Et plus, en fait, je m'étais endetté de personnes qui m'avaient aidé en disant, écoute, si tu veux, en attendant que l'assurance arrive, je peux te prêter ça. Okay. Et là, c'était douche froide parce que finalement, j'avais plus d'établissement. J'avais perdu tous mes sous et en plus, je devais 150 000 euros. Et là, j'ai 33 ans. 33 ans, oui, ouais, c'est ça, il y a 2 ans. Je fais la saison à Saint-Tropez. Je me prends au jeu, en vrai je passe un bon moment, mais je m'épanouis pas plus que ça. Pourtant c'est beau, c'est le poste de directeur dans un beau groupe, et il y en a beaucoup qui seraient prêts à l'avoir ce poste-là, et vraiment, et c'est honorable. Mais moi à ce moment-là, j'ai vécu 10 ans d'entrepreneuriat, et je suis frustré parce que j'aimerais faire plus, je peux pas, je respecte l'entreprise, en même temps c'est pas la mienne. Donc je fais ce que je fais, et je me dis dommage, on pourrait faire mieux, et en même temps ça me représente pas. Donc je fais la saison, et à la fin, en fait là je cogite. Je dis, qu'est-ce que tu veux faire, Jérémy? Est-ce que tu veux ouvrir un restaurant? Est-ce que tu veux ouvrir une nouvelle affaire? Et là, je reprends à ma vision long terme. Vraiment, c'est quelque chose que je fais dans mes accompagnements. Je retrouve la vision, c'est-à-dire que quand on a un moment difficile, en fait, on est dans le flou complet. Ouais. On perd la clarté de tout ce qu'on veut, de ses objectifs, pourquoi on le fait. Et là, je remets sur papier pourquoi je fais ça, en fait, au quotidien. Qu'est-ce que je veux dans 5 ans, 10 ans? Et là, je retrouve la clarté de ma vision, de la personne que je veux être. Et là, je me dis, ok, Jérémy, en fait, dans quoi t'es bon et qu'est-ce qui te passionne? Et je me suis dit, waouh, par rapport à ce que j'ai fait depuis tant d'années et ce qui me passionne, développement personnel, stratégie d'entreprise, entrepreneuriat. Je dis, en fait, ouais, Jérémy, c'est ton tour. En fait, vraiment, c'est la phrase que je me suis dit. Je me suis dit, c'est ton tour parce que quand j'étais au domaine, j'étais en train de créer des salles de séminaire et je pensais à moi déjà. Okay, ouais. À pouvoir faire mes propres séminaires, c'est vrai, mais je l'imaginais dans 5-10 ans, en disant, allez, ça sera
je revends tout. Mais t'avais ce projet déjà. Ouais, je l'avais vraiment en disant je veux apporter aux gens des conseils par rapport à ma propre histoire et tout ce que j'ai pu apprendre. Parce que je trouvais de contribuer de cette manière-là, c'est pour moi hyper intéressant. Et en fait là, ça y est, je valide, je décide. C'est vraiment ça, je décide et c'est non négociable que Jérémy, dans ta vie à ce moment-là, tu veux accompagner des personnes dans leur développement personnel et en stratégie d'entreprise. Et en fait, c'est ok, je sais pas comment m'y prendre, parce que c'est nouveau, même si je le connais depuis un moment, j'ai pu voir tout ce que, par rapport aux autres depuis une dizaine d'années, je me dis ok, comment on va démarrer? Et c'est marrant, donc c'est l'hiver là, hein, donc l'hiver 2024, novembre, je commence à faire un peu, voilà, ce que je pourrais mettre en place, etc. Et j'appelle une dizaine de personnes autour de moi, amis proches ou moins proches ou connaissances, et j'en dis voilà, je monte ma boîte de développement personnel et de stratégie d'entreprise, je ne connais pas ma valeur, et je vais le faire gratuitement. Donc je dis écoute, j'ai besoin de feedback, parce que j'ai besoin de voir ma propre valeur, est-ce que ce que je dis, mon positionnement, est-ce que c'est intéressant? Donc moi la manière dans laquelle c'est allé, je dis écoute, je le fais gratuitement. Si écoute, il y a pas de valeur, ben écoute, bon, on aura perdu du temps, dommage. Et s'il y a de la valeur, ben tant mieux, prends-le et utilise-le. Et moi, ça m'aide aussi. Et en fait, c'est 5 personnes-là que je démarre de manière gratuite. Au bout d'un mois et demi, donc on est en décembre, et même, il y en a 4 qui me disent, écoute Jérémy, ça m'apporte de dingue, que ça soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Les gens le voient échanger les personnes en disant ok, je sais pas ce que tu es en train de faire, mais on sent une énergie différente et des décisions différentes. Et ils me disent on veut te payer. Alors ils se connaissent pas, hein, mais chacun d'un coup au téléphone il dit écoute Jérémy, je veux te payer, voilà que là ça commence à faire trop, je veux mettre une valeur. Alors je sais pas trop, je dis écoute on démarre voilà à temps par heure si tu veux, etc. Et au final, ces 5 personnes, elles me recommandent encore à nouveau. Ok. Et ça commence à rayonner en fait. Je m'en aperçois pas que je recrée un mouvement dans ce domaine-là, et je me retrouve là aujourd'hui à avoir une 40aine de personnes que j'accompagne parce que ça a recommandé, il y a eu des résultats et je me suis positionné. Donc j'ai remis en place tout ce que j'ai appris pareil dans l'entrepreneuriat, dans les stratégies d'entreprise. J'ai tout établi, le besoin, etc. Travaillé en profondeur. Et j'ai commencé à structurer, et là ça commence à se développer, mais vraiment très bien. Très bien. Et voilà. Moi, quand je t'ai présenté au tout début, oui, je t'ai annoncé avec cette énergie débordante. et clairement, c'est ça, parce que là, tu vois, je suis dans un fauteuil, mais il faut être vraiment accroché parce que t'as 15 ans d'entrepreneuriat, mais c'est pas 15 ans lisses. Clairement, là, franchement, moi, j'en ai, t'en prends pas les yeux parce que clairement c'est les montagnes russes de l'entrepreneuriat. T'as vécu des choses que peu vivent aussi, parce que te faire incendier 2 fois un établissement, rebondir autant de fois, etc. Et surtout, ce que tu dis là, c'est de créer et de fédérer avec tes équipes la relance d'un business, tu vois. Et à chaque fois, t'as répété un petit peu ce schéma-là où t'as réussi à te relancer, et à te relancer de la meilleure des façons, parce que ça a toujours été des business où tu les as fait grandir, et toi t'as grandi en même temps. Et moi, ce que je trouve fou dans ton histoire, avant d'évoquer ton programme quand même qui est essentiel, c'est tout ce que tu as pu apprendre en parallèle de ton business entrepreneurial. Et ça c'est dingue, parce que très peu d'entrepreneurs aujourd'hui font cette introspection régulière, à se dire j'ai besoin d'apprendre. Même si on apprend de nos erreurs au quotidien, etc. Mais d'aller voir d'autres personnes, d'aller voir des mentors, etc. pour apprendre. Moi, je trouve ça fou, et de l'avoir fait autant de temps. C'est comme tu dis, ça fait 10 ans que tu suis ces coachings-là, ces formations-là. Tu les as pas fait qu'en France en plus. C'est ça. Voilà. Donc, t'as su te bouger le cul, comme on dit, pour aller chercher ce qui te manquait toi pour te développer personnellement. Et là, donc, t'arrives à cet hiver-là, donc 2023. C'est ça? 2024. C'est encore plus récent. Et tu te rechallenges à nouveau, et dans une zone d'inconfort au début, parce que tu te dis même pas que toi t'as une propre valeur dans ce domaine-là. Voilà. Et une fois que t'as fait ça, aujourd'hui, donc tu dis que t'as 40 personnes que tu suis au quotidien, ça rend fort. Moi, j'apprends à te connaître parce que clairement, je savais pas que t'en étais là aujourd'hui. Ton e-book, tu me l'as envoyé, je l'ai lu.
Voilà, je l'ai lu plusieurs fois même parce que après une seule lecture, je n'avais pas tout compris. J'avais pas tout compris. Pourquoi? Parce que il te fait tu travailles énormément sur toi. Donc en fait, il y a deux manières de le lire. La première manière, c'est de le lire en surface, comme on lit parfois des livres en disant bon, j'écoute son histoire. Voilà, je la comprends ou pas. Et la deuxième manière, c'est de voir ce que ça pourrait faire sur toi, sur ta personne et sur ton propre statut entrepreneurial. Et là, par contre, tu prends une claque. Tu prends une claque parce que tes clés que tu as données dans ce e-book-là, ben en fait, elles parlent à tous les entrepreneurs. Et je pense qu'elles solutionnent tous les maux des entrepreneurs. Et moi, il y en a une en particulier, c'est celle de la connexion. Voilà, je veux pas que tu rentres dans toutes les clés parce que je pense que tu as beaucoup de matière et je pense qu'il n'y a pas d'intérêt de rentrer dans chacune des étapes parce que elles sont propres à chacun. Exact. Et d'où ton accompagnement. Je pense qu'aujourd'hui, tu me dis si je me trompe, mais il sera complètement différent d'une personne à l'autre. Exact. Je pense complètement. Tous des problématiques différentes mais par contre celle-là, la connexion, moi aujourd'hui elle me parle énormément et j'aimerais un peu plus l'évoquer avec toi parce que tout entrepreneur aujourd'hui a ce besoin d'ouverture, a ce besoin de se connecter et de se connecter à soi aussi. Mais voilà, toi aujourd'hui, pourquoi c'est devenu une clé pour toi dans l'accompagnement d'un entrepreneur? Pourquoi c'est devenu une clé? Je me suis rendu compte par rapport à ma propre expérience personnelle et ce que j'ai pu apprendre aussi des autres, que aujourd'hui, le fait de pouvoir s'ouvrir aux autres, créer des connexions, des relations, et la relation qu'on peut avoir avec une personne, peut faire accélérer des projets, faire accélérer des décisions, des relations ou des choses qui sont bloquées, que ça peut être juridique ou autre, et finalement, par connexion, ça peut aller plus vite. Et on s'ouvre aux autres, et aussi dans la clé que je partage aussi, par exemple dans les e-books qui en vient, c'est le fait de pouvoir se dire ok, je touche telle cible, telle audience, et me dire ok, au lieu de me dire je vais me battre seul et non je veux pas partager, je suis égoïste et vas-y j'y vais, c'est de dire ok, comment je peux m'ouvrir aux autres en me disant qui touche également ma cible mais qui ne vend pas ce que je vends. Et sur cette simple réflexion, on permet de s'ouvrir et de faire l'échange, par exemple, comme on est en train de faire là, et de plein de choses que j'avais mis aussi en place, donc au domaine et autres, où on peut faire des collaborations, et qui fait on crée une synergie en fait de deux personnes ou de deux réseaux, de deux établissements qui travaillent leur clientèle en commun. Et ça donne une dynamique de dingue. Mais c'est hyper important. Et aujourd'hui, il y a trop peu pour moi d'entrepreneurs qui aujourd'hui s'ouvrent autant. Voilà, parce que malheureusement, on le sait, hein, c'est fait de beaucoup de problématiques au quotidien, d'entreprendre, de gérer une boîte, etc. Encore plus dans la restauration, parce que la restauration c'est hyper prenant. Voilà. Moi, je pense que se challenger et prendre le temps de se challenger pour s'ouvrir aux autres, c'est hyper important. Et je vois que tu permets à ces personnes d'ouvrir un peu les yeux, donc je trouve que c'est hyper important. Cette clé-là, elle est hyper importante. Voilà. Et moi j'avais une question aussi par rapport à ça. Comment ça t'est venu vraiment? Parce que bon, on en a parlé rapidement, mais l'idée de formaliser ça, parce que t'as quand même beaucoup écrit. Oui. J'ai vu un petit peu les formations d'accompagnement. C'est du temps, c'est beaucoup de. Tu fais pas ça en hiver. Je pense que c'est quelque chose que tu travailles depuis quand même un petit moment. Et comment ça t'est venu de te dire bon allez c'est bon. Je pense que je me retrouve là face à moi-même et là je le mets en place. Il y a eu un déclic et. C'est une bonne question. J'essaie de me remettre au moment où justement j'ai pris la décision. Donc dans l'hiver dernier, c'était vraiment ce moment où je me suis reconnecté avec qui je voulais être, voilà, dans 5-10 ans. C'est vraiment ça, et c'est ce que j'apprends vraiment à tout le monde, parce que des fois on s'oublie. C'est-à-dire que notre quotidien, l'environnement, on est bousculé à droite à gauche par nos émotions, que ça peut être des changements, des déceptions amoureuses, des décès, des maladies, des cancers, peu importe. Et en fait, on agit et on a un quotidien qui est très rythmé, mais on s'oublie et on sait plus pourquoi on fait les choses. Et c'est ce qui est arrivé un peu, parce que j'avais quand même eu pas mal de
de choses. Le dernier impact que t'as eu avec. Exactement. Donc il y a eu plusieurs choses qui sont arrivées en même temps et ça va affecter beaucoup de valeurs à moi personnellement. Et je m'étais oublié et à ce moment-là, quand je reprends la clarté de me dire ok Jérémy, pourquoi tu fais les choses? Pourquoi en fait t'as déjà fait tout ça? Et pourquoi là aujourd'hui tu tournes en rond? Et je me dis ok, je revois la clarté, la vision. Donc c'est celle-ci. Je me vois là dans 5-10 ans. Pourquoi je fais les choses? Pour telle chose, pour telle chose. Qu'est-ce que j'ai dans le vide? La rage au ventre, c'est quoi la tripe que j'ai, que je veux pouvoir exprimer aux autres et la canaliser aussi d'une certaine manière, parce qu'il y a une énergie de dingue, mais de se dire, ok, comment on peut arriver à la contrôler et la diriger dans le bon sens? C'est ça. Et je m'étais dit, ok, ça fait des années, Jérémy, que tu es passionné par la formation, par le développement personnel, l'entrepreneuriat, et je me suis dit, ok, je veux arriver à transmettre ça. Alors, je veux des enfants en plus, et je me suis dit, je prends encore le temps de pouvoir avoir plus de temps avec eux. Et là, en fait, c'est vraiment ça. Je me suis dit, c'est comme si j'anticipais la naissance d'un enfant pour moi, en me disant, ok, qu'est-ce que je pourrais lui transmettre? Vraiment, c'était ça, en me disant, ok, si moi à mon tour, j'étais le petit garçon de 19 ans quand j'avais démarré avec ses peurs, ses doutes, ses croyances, ses craintes, etc. Qu'est-ce que je pourrais lui donner comme clé qui pourrait vraiment lui donner une direction, une trajectoire différente dans sa manière de penser. Et c'est vraiment ce drive, ce moteur, ce manque que j'ai vu de mon père et que j'aime plus que tout et que j'admire, mais qui a manqué de communication, et ma mère aussi, pour pouvoir améliorer leur relation. La communication aussi que j'ai pas eu aussi avec mon père, avec ma mère. Et c'est des choses où je me suis dit, ça, si je l'ai pas, je vais être frustré. Au-delà du financier. C'était de me dire, je veux arriver à connecter, je veux arriver à échanger avec les gens librement. C'est très beau ce que tu dis, parce que on se rend compte, je pense, dans la société actuelle aussi, qu'il y a de moins en moins de connexion et de communication, parce que la communication se fait uniquement, quasiment par les réseaux, par des personnes qui sont peut-être pas les bonnes personnes, et de vouloir transmettre et de vouloir propulser des personnes avec cet accompagnement, c'est très beau, et surtout de transmettre. Moi, j'adore ce mot de transmission, et souvent à la fin du podcast, je pose la même question, mais toi tu l'as teasé un petit peu, c'est qu'est-ce que tu dirais à ton toi de 18-19 ans, tu vois? Et pour moi, cette question, elle est essentielle. Pourquoi? Parce que moi, j'ai une fille de 18 ans, donc c'est la nouvelle génération, et j'ai raté beaucoup de choses, parce que voilà, le boulot, tu rates beaucoup de transmission, et aujourd'hui, j'essaie de me rattraper sur ça. Et moi, ce podcast-là, je l'ai fait aussi dans ce sens-là, parce que j'ai envie qu'elle écoute chaque épisode et qu'elle apprenne et qu'elle se dise, voilà, demain, mon père m'a transmis ça, et je comprends mieux comment je dois adapter la relation que je peux avoir avec moi-même, les autres, etc. Et je trouve ça hyper important, hyper prenant ce que tu viens de dire, parce que c'est fort, voilà. Et là, le relationnel avec les parents, malheureusement, aujourd'hui, nous, on est d'une génération où les parents communiquaient peu, voilà, je trouve, et ceux d'aujourd'hui communiquent encore moins qu'avant. Voilà, parce que il y en a trop souvent qui te donnent un smartphone devant les yeux et te disent, bon voilà, occupe-toi. Voilà. C'est dramatique, parce qu'aujourd'hui, je pense que les futures générations auront de moins en moins de clés pour pour s'épanouir dans la vie, etc., etc. Donc ça va dans le bon sens, et moi j'adore ça. Exact. Et pour rebondir à ce que tu dis sur le fait de la nouvelle génération, c'est qu'il y a du bon et du mauvais, mais c'est le fait d'être rythmé par dessus de la dopamine, comme TikTok. TikTok, c'est des réseaux qui sont très virales, donc il faut que ça aille vite, et en fait, ils sont bloqués d'une certaine manière, et en fait, ils s'oublient parce qu'ils savent pas pourquoi ils font les choses, c'est-à-dire on se compare constamment, etc. Et il n'y a pas ce travail d'introspection qui est la clé de tout finalement dans la vie, de se dire, ok, qu'est-ce que j'aime, pourquoi je fais les choses, où je veux aller, parce que c'est ça qui nous fait prendre des décisions différentes et des comportements différents. Je sais pas si tu veux qu'on rentre justement en plus sur l'accompagnement, comment ça se passe et vraiment comment on déroule ça. Donc la première chose qu'on met en place, c'est retrouver la clarté. C'est une phrase que j'avais appris par Anthony Robbins et que j'avais vraiment implémentée en moi et qui m'a fait à chaque fois revenir dans le game, comme on peut dire. C'est la clarté, c'est le pouvoir. Et vraiment, c'était un tampon ou je sais pas, un tatouage qu'on peut se faire à l'intérieur de soi. C'était que voilà, si on n'a pas de clarté, on va avancer mais de manière très lente, dans le flou, et on va prendre des décisions qui sont pas forcément les meilleures pour notre futur, parce qu'on va le faire de manière inconsciente. Et donc,
l'idée, c'est de suite retravailler la clarté, chercher la vision dans 5 ans, 10 ans de quelle personne on veut devenir, qui on veut être, au-delà de l'aspect financier, au-delà de l'objectif professionnel qu'on peut avoir, sa propre personne. Et surtout, c'est d'arriver à accepter que le plus important dans la vie, c'est pas les finances ou c'est pas les objectifs personnels qu'on peut arriver à réaliser, mais c'est la personne qu'on est en train de devenir et qu'on est devenu. Ça, c'est pas facile. Et exact. Et c'est le plus important finalement, parce que c'est la satisfaction personnelle qu'on a. Et c'est intéressant parce que c'est un travail qu'on fait justement en profondeur pour arriver à aller chercher vraiment la plus grande peur, la plus grande frustration qui bloque la personne à ce moment-là. Moi, quand je vois arriver la personne, je me revois moi aussi et d'autres personnes que j'ai pu rencontrer. C'est dire, waouh, ok, c'est cette peur, c'est cette frustration, elle est bloquée dans son schéma répétitif par rapport à l'éducation, l'environnement, un événement vécu. Ok, on la cible, on l'identifie. Si on arrive à la cibler, l'identifier, on n'est pas né avec, on n'est pas né timide, on n'est pas né extraverti. C'est qu'à un moment donné, on l'a perçu de cette manière-là et en fait, on a développé ce comportement pour survivre. En fait, finalement, parce que c'est un moment où on se dit, pour que j'arrive à survivre, il faut que j'adopte ce comportement-là. Mais sauf que, à l'âge adulte, on peut avoir 30 ans, 40 ans, on continue à développer notre comportement. Donc, quand j'arrive à voir que cette personne-là, elle est bloquée dans un schéma répétitif et que je vois, en fait, finalement, c'était sa manière de survivre quand elle était jeune ou au moment où ça arrivait et que, finalement, 10 ans, 20 ans après, on s'aperçoit que elle a toujours ce modèle de croyance et cette manière d'agir, alors qu'elle a changé aujourd'hui, c'est une adulte et l'environnement où elle est différent. Et l'idée, c'est qu'on arrive à identifier d'où ça vient, où est le vrai départ. Ouais. Parce que tant qu'on ne fait pas cette introspection de se dire, ok, d'où vient le blocage et de quoi ça a démarré. Si on met un doigt dessus, on arrive à l'identifier. C'est comme si je parle à chaque fois de cette métaphore, on est sur une pelouse, parce que moi j'étais dans le foot, donc une belle pelouse verte, et qu'il y a une mauvaise herbe. Et la mauvaise herbe, si on l'arrache pas, donc si juste on la coupe, on passe la tondeuse, voilà, on va le dire comme ça. Si on passe à un coup de tondeuse, quand il va pleuvoir, qu'est-ce qui va se passer? Elle va repousser. Donc finalement, elle est toujours présente. Et c'est pareil dans la vie, où on a des pics de motivation, on dit ah super, et d'un coup ça redescend. Ah super, et ça redescend. Et en fait, c'est parce que cette racine-là, elle est toujours présente, on la nourrit toujours à l'intérieur. Et l'idée, c'est d'aller l'identifier et d'aller l'arracher d'une certaine manière, si on peut donner cette image-là, et de planter une nouvelle graine, une bonne graine. Donc on déprogramme et on reprogramme d'une certaine manière notre cerveau, nos croyances, et on s'autorise à croire différemment. Et à partir de ce moment-là, la personne peut arriver à changer. Parce qu'elle s'autorise à penser différemment et elle décide de manière concrète. Si on peut arriver à l'identifier et de voir où est le départ, on peut arriver à la transformer aussi. Parce que à partir de ce moment-là, c'est-à-dire ce qu'on valide consciemment, c'est que c'est nous qui l'avons créé, cette croyance-là. C'est-à-dire ce blocage, c'est pas dans notre ADN, on n'est pas né comme ça. C'est que à ce moment-là vécu, la perception qu'on a ressentie, on a agi de cette manière-là et on a répété le schéma jusqu'à aujourd'hui. Et vraiment la transformation que j'amène aux personnes, c'est grâce à ça, c'est quand on va arriver à identifier la croyance, la peur qui est bloquante depuis des années et arriver à inverser ça. C'est-à-dire à la transformer et à inverser la peur, parce que la peur, ça c'est quelque chose que j'aimerais vraiment partager, elle sera toujours présente. Ouais. On aura toujours des peurs, c'est les émotions qu'on a en tant qu'humain, mais après il faut savoir si elle est réelle, cette peur. C'est-à-dire nous à l'époque on est des humains, pourquoi on fonctionnait avec la peur? Si on est dans la savane, il y a un lion qui arrive, heureusement qu'elle est là la peur, parce que c'est qu'il faut partir. Exactement. Mais la génération là où on est aujourd'hui, en fait la peur elle est différente, et c'est nous qui nous créons nos propres peurs, nos propres limites. On est dans un monde plus moderne et à un moment donné, c'est de se dire voilà, est-ce que cette peur est réelle? Pourquoi je le perçois comme peur? D'où elle vient? On l'identifie, on prend la racine, on plante une nouvelle graine d'une certaine manière, on s'autorise à penser différemment, on clarifie vraiment là où on veut aller dans 5-10 ans et on reconcentre l'énergie là-dedans et on dit ok, allez, je m'autorise, quel est le premier petit pas à faire maintenant dans cette direction? Et on fait ça, step by step, et on avance, et en fait on arrive à créer un changement vraiment durable. Alors c'est vrai que j'utilise aussi la visualisation. Ouais. La visualisation des fois pour vraiment ancrer ce changement-là en nous. Et ça permet des changements de dingue. Vraiment, et c'est ça qui m'anime au fond, de me dire waouh, aujourd'hui j'arrive à créer ce changement-là que j'ai fait sur moi, mais sur les autres. C'est-à-dire c'est des personnes ordinaires comme tout le monde qui peuvent aussi devenir extraordinaires, mais du moment qu'elles se sont autorisées
à se dire, ok, la peur, elle existe, je l'accepte, comment je peux la transformer, et on y va, on pense différemment. Ouais, j'ai fait le retour, c'est ouais, perturbé. J'ai vu quelques retours, c'est incroyable, comme, ces personnes-là ressentent ce changement, ce profond changement, et parfois, on a du mal à le croire presque. Voilà, que ça peut être aussi efficace, et parce que je pense que ça vient du fait qu'on a des pensées limitantes quand on est entrepreneur, c'est qu'on pense que voilà, il faut qu'on s'applique cette stratégie et ça s'arrête là. Mais par contre, on peut pas se travailler sur soi. Et toi aujourd'hui, à qui tu t'adresses? Clairement, est-ce que tu t'adresses à tout le monde, uniquement à des entrepreneurs, voilà, à qui tu t'adresses réellement? Exact. Je m'adresse à 2 types de personnes. Il y a la personne entrepreneuriale qui, elle, a des projets définis ou non définis, qui est en création, ça peut être aussi, et qui a besoin de stratégie d'entreprise pour développer son chiffre d'affaires. Et finalement, on s'aperçoit qu'en démarrant pour avoir des stratégies d'entreprise, on s'aperçoit qu'il y a un besoin de développer l'entrepreneur. Et souvent, on le dit, c'est que la psychologie de l'entrepreneur va donner la limite de son entreprise. Comment il croit, comment il pense, c'est ce que tu as dit. On a du mal à y croire, et le fait qu'on a du mal à y croire, on n'imagine pas, donc on ne le fait pas, on ne s'autorise pas à au moins essayer. Et ça change beaucoup de choses, donc on travaille sur les stratégies d'entreprise pure, mais sur l'entrepreneur également, sur sa psychologie. Et je m'adresse aussi à une deuxième cible de personnes, c'est les personnes qui, eux, ne sont pas forcément dans l'entrepreneuriat, mais qui veulent vraiment changer des choses sur elles, dans leur vie personnelle. Améliorer leurs relations familiales, améliorer leurs relations amicales, peu importe, mais un sujet qui leur tient à cœur, sur lequel ils sont bloqués. Et en fait, on va aller chercher ça de la même manière pour libérer la personne et qu'elle s'ouvre et qu'elle vraiment, d'une certaine manière, elle rayonne à nouveau. Ouais. Elle est épanouie dans sa vie personnelle. Et ce qui est intéressant, c'est que si on travaille ça, ça va libérer aussi la personne. Elle va développer professionnellement. Elle va se développer de mieux en mieux. Donc les deux sont liés. À chaque fois, je le dis, c'est vrai dans mes conférences ou dans mes séminaires, c'est que le pro et le perso sont liés. Exactement. Les limites qu'on peut avoir dans le pro, on va tourner en rond, on va dire non, il me faut plus de stratégie, il me faut plus de finances, etc. Et on va souffrir parce qu'on se dit non, mais c'est ça qu'il faut, c'est plus d'outils. Et en fait, on s'aperçoit qu'en prenant du recul, sans remiser sur soi. C'est ça. Et travailler sur soi. Donc, ce que je dis, c'est que je vais te donner ce que tu veux, mais je vais t'apporter ce que tu as besoin également. Et ça a du sens. Voilà, ça a énormément de sens. Et avec cet accompagnement-là, aujourd'hui, on peut espérer quoi de concret en fait? Est-ce que aujourd'hui tu t'amènes ces personnes-là vers quelque chose de de cadrer en disant voilà, tu as un objectif d'entreprise, enfin un accompagnement de stratégie d'entreprise, on va aller de là à là. Voilà. Est-ce que toi aujourd'hui par rapport au retour que tu as eu, est-ce que tu as un qui t'a le plus marqué par rapport à la réussite, par rapport à l'accompagnement que tu as mis en place? Ouais, bonne question. Alors, il y a une personne, oui, qui est il y a quelques mois, donc c'est Amélie, elle s'appelle, elle développe une activité à son compte et un réseau d'indépendants dans son entreprise. Elle est dans le marketing de réseau d'ailleurs, c'est marrant parce que ça avait fait un lien par rapport à mes débuts. Elle avait une belle réussite déjà, que ce soit financière, et quand elle me contacte, elle me voit sur les réseaux, elle est curieuse, on échange, et c'est ce que je fais d'ailleurs dans mes accompagnements, pour les personnes qui peuvent entendre, c'est-à-dire que je propose une séance de 30 minutes offerte, où on peut poser les choses et échanger librement. Ok, c'est bien. C'est-à-dire, voilà, ça permet librement de pouvoir s'accorder 30 minutes, poser, et de se dire, pourquoi moi je serais légitime aussi à t'accompagner. Parce que des fois, moi je peux le dire, ça m'est jamais arrivé pour l'instant, mais non, c'est pas mon domaine, c'est pas ce que je cible, je pourrais pas t'aider sur ça. Donc, mais là, c'est d'identifier vraiment où est la problématique, qu'est-ce qu'on veut travailler. Et à la base, là, c'était vraiment professionnel. C'était doubler ses revenus. Et elle a doublé, ou elle est en train, on va dire, de doubler ses revenus. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a libéré la personne. Et pourtant, elle avait des beaux résultats. Je sais pas si on peut en parler, mais on te donner un exemple, c'est dans le sens où nous, en tant qu'être humain, des fois, on cherche la perfection. Selon l'éducation, l'environnement et autres, on cherche la perfection, et quand on cherche le parfait, à un moment donné, on s'autorise plus à échouer, à faire des erreurs. Et en fait, ce qu'on dit, et moi-même le premier, je le faisais aussi, j'étais comme ça, c'était soit je fais tout, soit je fais rien. Quand on réfléchit de cette manière, ça peut être bien, mais ça va être néfaste aussi à un moment donné,
parce qu'on s'autorise plus à essayer. Ouais, je suis d'accord. On s'autorise plus à tester, à se dire ok, je peux encore à nouveau merder, ou alors me réajuster différemment, etc. Et donc en fait, on passe dans une perception où en gros, il y a 80% on fait plus. Et on est en mode parfait, et on dégage plus d'émotions. En fait, on est tellement dans la stratégie, on s'oublie, on oublie qu'on est des humains et qu'on doit dégager des émotions pour que les gens aient envie de nous suivre. Alors, la communication est parfaite, les mots sont parfaits, les diapos sont parfaits, etc. Mais on n'est plus aligné, voilà, avec qui on est et qui on veut devenir. Et ça se ressent finalement, on est énergie. Moi, je sais que c'est beaucoup ça que je prône, c'est ce que ça m'a permis. Mais le fait de réaligner la personne avec qui elle veut être sincèrement et profondément, on libère la personne, elle est alignée avec ça et boum, elle rayonne à nouveau. Et là, elle est vraiment en pleine expansion. Elle se développe, les revenus, elle va sans doute les doubler dans très prochainement. Mais elle aussi, la satisfaction personnelle, c'est de voir l'évolution de quand elle m'a contacté, comment elle pensait, c'était quoi ses peurs, ses croyances, ses doutes, ses douleurs, comment là elle en est aujourd'hui, juste quelques mois après finalement, et de se dire oh, le changement il est possible aussi rapidement et c'est réalisable, c'est vrai parce que des cas comme ça j'en ai de nombreux, mais c'est possible. Voilà. Non, mais c'est très beau. Et moi, je m'estime heureux d'avoir eu la chance sur la même semaine de rencontrer deux personnes comme Christopher, comme toi, parce que aujourd'hui vous êtes capable de cibler un petit peu le besoin des personnes qui veulent miser sur l'avenir, miser sur eux-mêmes, sans parler que business. Mais je pense qu'il y a ce côté d'introspection. Alors moi, ça résonne énormément en moi depuis 1 an ou 2 parce que j'en entends de plus en plus parler. C'était quelque chose qui était complètement étranger à moi avant, mais toi non, parce que ça fait des années que t'es dedans. Donc comme quoi c'est pas nouveau non plus. Et malheureusement, je pense qu'on en entend beaucoup parler ces temps-ci parce que on va dire qu'il y a certains influenceurs, certaines télé-réalités qui parlent de plus en plus de je me reconnecte. Mais je pense que c'est un sujet qui date de dizaines d'années, voire de centaines d'années. C'est le bien-être, son bien-être, et se respecter son corps, etc. Et chapeau à vous, parce que c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde, de pouvoir accompagner des personnes, parce que il y a aussi une espèce d'empathie à avoir qui doit être aussi une charge mentale, physique lourde. Quand tu rencontres des personnes qui sont complètement à côté de leur business parce que ils s'en sortent pas, et ça doit être facile. Je pense que c'est quelque chose que tu peux ressentir lors d'un accompagnement, d'avoir des personnes qui sont en détresse. Complètement, c'est ça. Autant il y a des personnes qui réussissent déjà bien mais qui veulent encore exceller, et autant c'est vrai beaucoup sont coincés. Ouais. Sont coincés, se sentent bloqués et voient plus la solution d'une certaine manière. Et c'est vrai, la phrase qu'on dit en général, c'est j'ai tout essayé. Ouais. Et quand on dit j'ai tout essayé, c'est là où on a perdu, parce qu'en fait on s'autorise plus à trouver une solution, à se dire ok, il y a peut-être une voie. Ouais. Et moi j'amène ça dans l'accompagnement, c'était dans la discussion, c'est de dire ok, c'est vrai ce qui se passe, et c'est finalement mon parcours, c'est la réflexion, je me suis dit ok, est-ce que ça arrive à d'autres, etc. Et on commence à ouvrir le champ des possibles, parce que c'est possible et on a des exemples grâce au réseau. Et ça, c'est intéressant ce que tu as dit aujourd'hui, et on en parlait avec mon père, c'est qu'à l'époque, l'information et la connaissance, elle était réservée vraiment à une élite. Nous, on est dans une génération où l'information, il y en a même tellement qu'on ne sait plus laquelle choisir. Donc, comme tu disais, c'était soit, est-ce que ça peut être un influenceur qui fait du bullshit, qui fait du copier-coller parce qu'il a vu et boum, il envoie, il est bon dans le marketing, il est super pour lui, ça fonctionne, mais voilà, dans le temps, ça risque de pas durer parce que le résultat derrière, la valeur donnée, perçue, c'est pas lui qui l'a construite, c'est pas son histoire, donc ça va se ressentir. Ou alors, on arrive à identifier des personnes qui ont une réelle histoire, une réelle expérience, une réelle analyse, on se dit ok, celle-là je peux la suivre. Et aujourd'hui, gratuitement, rien de la maison déjà, en écoutant ce podcast, et même d'autres que tu es en train de réaliser, on peut déjà prendre des tips intéressants et arriver à s'élever au niveau personnel et professionnel. En tout cas, voilà, tu commences à perche, c'est vraiment le but de ce podcast, c'est de pouvoir donner des tips, de pouvoir mettre en avant des personnes sans bullshit, parce que ça, tu l'as bien dit, aujourd'hui, il y en a beaucoup, et prôner vraiment un message pur et authentique pour accompagner des personnes qui en ont besoin. Et toi, demain, si je veux prendre contact avec toi, comment ça se passe? Oui, comment ça se passe? Via les réseaux sociaux, tout simplement, j'ai un lien directement où les personnes peuvent cliquer. Il y a mon agenda électronique. On mettra dans la description. Ça aussi. Yes. Et ils peuvent prendre rendez-vous. Cette session de 30 minutes qui est offerte,
on peut s'accorder voilà ce moment d'échange qui est totalement libre. À la fin de l'échange, il n'y a pas d'engagement quoi que ce soit. Ça peut être juste un premier échange. À la fin, ça peut être aussi une décision de suite de dire ok, je me lance. Et ça, on en parle vraiment librement. Et à la fin, quand on démarre, s'il y a une décision qui est prise, et ok, on valide le premier rendez-vous. Et c'est un accompagnement que je fais sur 3 mois. Vous savez que je fais 3 mois, 6 mois ou 1 an. C'est possible également. Et j'aime bien démarrer sur 3 mois parce que ça permet aussi, que ce soit pour moi ou pour la personne en face, de voir ok, est-ce que c'est ce que je veux finalement. La personne en face, c'est ok, est-ce que cette personne-là, elle m'apporte ce que je voulais réellement. Et moi aussi de me dire est-ce que cette personne elle est réellement engagée. Parce que ce que j'explique, et c'est comme ça, c'est un travail à 2. Je suis pas magicien. Et les personnes qui ont travaillé aussi, qui ont fait ce développement sur moi, sur lequel je me suis beaucoup inspiré, ils n'étaient pas magiciens, mais il faut que l'engagement il soit réciproque. Et souvent dans les échanges de 30 minutes, des fois ça arrive, quand je vois que la personne elle n'est pas engagée, elle est dans les peut-être, elle hésite un peu. La douleur malheureusement elle est pas assez forte des fois, entre guillemets, ou la décision elle est pas assez prise. Et j'ai dit écoute c'est pas le moment. Je ne te parle même pas de l'accompagnement, je ne le propose même pas des fois. Et de dire écoute le jour où si vraiment tu ressens l'envie, voilà, cet engagement, ok là par contre on échange, on avance et on met les choses en place. Voilà. Ok. Et moi, je te vois beaucoup sur les réseaux parce que je te suis depuis que je t'ai rencontré. Et je vois beaucoup de séminaires, de formations que tu fais. Aujourd'hui, il y a des personnes comme moi, souvent, les appels téléphoniques ou visio, on a du mal. Si demain je veux participer à un de tes séminaires, comment ça se passe? Est-ce que t'en fais régulièrement? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut retrouver sur tes réseaux? Oui, c'est quelque chose qu'on va mettre en place plus régulièrement. C'est vrai qu'on était parti plus sur le digital et en visio, mais l'humain et le physique, c'est vrai que ça a aussi son importance et ça a de la valeur. Donc là, principalement, c'est vrai qu'on est concentré plus sur Aix-en-Provence et Ramatuelle, puisque je suis d'Aix-en-Provence et Ramatuelle, c'est là où on vit actuellement. Ouais, si il y a des personnes qui voudront venir pour les séminaires, ça peut être des vacances aussi. Exactement. Et on va mettre en place ça. Donc il y aura des séminaires qui sont dédiés sur des sujets bien définis, que ça soit autant purement stratégique, entreprise ou développement personnel ou même santé. Aussi, moi j'ai ma chérie qui est dans le domaine de la santé et du coup on mélange un peu nos compétences parce que finalement c'est lié et on se dit on est en train de travailler ça aussi, comment on peut arriver à lier nos 2 compétences et nos 2 expertises pour justement donner un maximum de connaissances à la personne pour s'élever dans ce niveau-là. Donc en physique aussi je fais des coachings personnalisés. D'accord. Donc j'ai un cabinet où je peux recevoir, donc là où on peut se voir directement, de la même manière qu'on le fait en visio, 1 heure posée. Sur Ramatuelle essentiellement. Donc on peut se voir pour les personnes qui sont dans le coin. Non, mais c'est très bien, c'est très bon à savoir. Je le communique, on peut se rencontrer et de la même manière faire un premier échange de 30 minutes. Des fois ça peut durer même un peu plus que je suis je suis tellement passionné, alors c'est un petit défaut peut-être. Mais ça se ressent énormément. Ça se ressent énormément. Que des fois je déborde un peu, comme le podcast. Mais je déborde dans l'échange de 30 minutes parce que si je ressens qu'il y a une réelle envie dans la personne de vouloir changer et qu'elle est bloquée parce que l'environnement ou les connaissances autour d'elle ne le permet pas, et je me dis ok, je veux creuser, on déborde un peu et ok, si c'est engagé, je me donne moi l'autorisation, je suis ami avec ça, de me dire ok, vas-y, on pousse un peu plus loin, ça fait 30 minutes, c'est pas grave, on prend 5-10 minutes de plus, mais je veux qu'on arrive à tenir vraiment la bonne décision, l'engagement et après à transformer tout ça. Voilà. C'est ce qui se ressent aussi de toi, c'est que tu te nourris aussi des autres et ça c'est, je pense que quand tu dédies du temps à une personne, si elle te renvoie, ce plaisir-là, je pense que des fois ça peut durer beaucoup plus d'une demi-heure. Exact. Et sortir parfois même du cadre, je pense. Le e-book, tu peux le télécharger ou ça fait partie de ton programme? Exact. Actuellement, en fait, on l'a pas encore mis en ligne. Je le communique essentiellement aux personnes qui ont pris mon accompagnement. D'accord. Parce que c'était quelque chose qu'on voulait privilégier, on va dire, pour les personnes qui eux ont pris la décision de vouloir avancer. Mais là, aujourd'hui, c'est vrai que on va pouvoir le mettre en ligne. Donc, on va voir sous quelle forme on le met finalement. Pas le format complet. On va voir, c'est ça. On est en plein dedans. Exact. Et de se dire, ok, on peut donner des clés. Parce que je suis aligné avec ça en me disant ok, si ça peut apporter à quelqu'un au moins des déclics juste sur ce format-là,
ok, cool. Et en même temps aussi, ça peut donner envie d'échanger, de se rencontrer. Et après, on voit. Donc, on est en train de le mettre en place. Je peux pas encore donner plus de précision, mais on est dessus. Parce que comme je le disais pendant le podcast, je l'ai lu 2-3 fois. Tu me fais l'honneur de me l'envoyer avant le podcast. Mais ça, c'est un bon support, je pense, de l'accompagnement essentiel parce que comprendre ton parcours, etc. Et d'avoir les clés. Mais ça peut pas remplacer, je pense, ce suivi-là et surtout les échanges que tu peux avoir régulièrement avec les personnes. Ça, je suis entièrement aligné avec ça. Et toi, aujourd'hui, dans tes projets court, moyen, on va pas dire long terme, sinon je vais te relancer longtemps, je pense. Mais pour moyen terme, c'est quoi? Court, moyen terme, c'est une bonne question. Là, l'idée, c'est vraiment d'arriver à créer différentes formations parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des besoins qui reviennent souvent. Quelque chose que je peux arriver à créer des vidéos où les personnes peuvent en fait les regarder tranquillement chez elles et pouvoir les réécouter. Donc il y aura une version un peu vidéo où on peut arriver à être à la maison, prendre des notes et le réécouter le temps qu'on veut. Et donc créer aussi le support personnalisé comme je fais et allier les deux. Faire des séminaires et après ouvrir vraiment le champ des possibles. J'avoue que dans 5-10 ans, c'est une très bonne question, mais je me vois vraiment animer des beaux séminaires. C'est vraiment l'envie en tout cas. Me dire comment je peux impacter un maximum de vies finalement. Alors je me dis pas que je suis un sauveur, attention, mais d'une certaine manière, je me dis comment je peux arriver à aider des personnes un maximum le temps de mon parcours, quoi. Voilà, c'est ça. C'est très beau, c'est très sain. On le sent en tout cas, et j'espère que vous le ressentirez à travers l'écran. Et donc dans la description du podcast, on mettra donc tes liens d'accompagnement et surtout donc tes réseaux pour te suivre. Et aujourd'hui, tu peux même donner donc ton Insta parce que tu es disponible sur Insta, sur LinkedIn. Exact. Alors sur Instagram, donc principalement, c'est vrai, et on va développer les autres. Jérémy Mésadorian. Donc Jérémy avec un Y. Mais voilà, ouais, sur les réseaux. Et après, on va monter un site internet, c'est en cours, exact, de la même manière. Ok, parfait. Bon, ça c'est top. Et maintenant, vu que moi tu veux aborder un dernier petit sujet. Moi, je pense qu'on a bien échangé. Très bien, très bien. Nous, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec toi, d'accord. On va te laisser avec Clémence dans quelques minutes pour qu'elle te réponde à 2-3 petites questions un peu plus personnelles. T'es pas obligé de répondre, mais ça permettra d'en apprendre un peu plus sur toi. Et on clôture donc cet épisode avec Jérémy, donc ce 5e épisode je crois de Visionnaire, et pensez à liker, vous abonner et à suivre surtout Jérémy parce qu'il a beaucoup de choses à apporter à beaucoup d'entre nous parce que je m'inclus dedans et moi je pense peut-être venir te voir parce que il y a plein de choses que j'ai compris pendant ce podcast et je pense ne pas être aligné avec beaucoup de sujets que moi j'entreprends malheureusement et heureusement j'entreprends énormément. Il y a des échecs, il y a des réussites, mais parfois je ressens ce manque d'alignement avec des business que je peux mettre en place et je pense que d'en parler à d'autres personnes que les proches et je pense que ça peut être utile même pour moi. Donc merci Jérémy pour ce temps que tu as pris à nous expliquer tout ça. Avec plaisir, merci à toi. Trop marrant.